José Drouin, Joanne Fontaine, Guylaine Fortin, Chantal Gagnon, non, c'est abandonné. Marc Gerbert, salut. Je ne sais pas si... France Baudouin est devenue sourde quelques jours après sa naissance, à la suite d'une jaunisse. Elle s'est inscrite en 1982 au programme des sciences de l'éducation. Cette année, 30 jeunes profitent comme elle du projet d'intégration des élèves sourds au Cégep du Vieux-Montréal. Est-ce que vous pourriez reformuler la question numéro 5? Francine Tremblay est coordonnatrice du service des affaires étudiantes au Cégep du Vieux-Montréal. Les autorités du Cégep lui ont confié la tâche de mettre sur pied le projet d'intégration des élèves sourds. Travail de pionnière, puisque c'était la première fois qu'une expérience du genre était tentée au Canada. Finalement, on a approché cette communauté-là un peu de la même manière qu'on va approcher une communauté culturelle différente. On a tout simplement accordé le droit à la différence, de la même façon qu'on accorde le droit à la différence à toutes les personnes qui sont allophones. Et c'est cette approche-là qu'on a développée avec les personnes sourdes. On ne s'est pas mis en tête qu'ils sont handicapés, donc ils ont besoin de plus de soins, qu'ils ont besoin d'être plus entourés, qu'ils ont besoin d'être plus encadrés. C'est pas ce qu'on a dit. Ils parlent une langue différente, ils charrient dans une certaine mesure des valeurs différentes de nous aussi. Tenons-en compte, donnons-leur le droit d'être différents et ajustons nos interventions au fur et à mesure que les choses se déroulent. Robert Binet est étudiant en arts plastiques. Il est aussi comédien. Sa participation à la pièce Les Enfants du Silence, présentée au théâtre du Rideau Vert, fut remarquée. Paul Boursier est responsable du projet d'encadrement des sourds au service des affaires étudiantes. C'est lui qui a recruté les 11 interprètes qui, continuellement, sont à la disposition de ses élèves. Paul, est-ce que vous pouvez nous traduire ce que vous vous êtes dit, Oui. Robert et vous? Je viens de lui demander qu'est-ce qu'il était en train de faire. Puis il m'a dit qu'il fabriquait des pichets. Puis je lui ai demandé si c'était des pichets identiques qu'il y avait à construire ou des pichets différents. Puis il m'a dit que c'était des pichets différents, de différentes formes et différentes hauteurs. Pouvez-vous me donner un exemple d'un signe qui correspond à un mot précis? Si je le dis comme pareil, si on parle de pichets qui sont pareils ou des pichets qui se ressemblent ou des pichets qui sont différents. Donc, il y a beaucoup de nuances, même dans le langage signé. Oui, c'est une langue aussi nuancée que le français. Et sur des points plus nuancés, et sur d'autres points, le français est plus nuancé, mais la langue des signes a des précisions très, très adéquates à différents concepts qu'on veut exprimer. Bien, j'imagine quand même qu'à certains cours, ici au Cégep du Vieux, je pense entre autres à l'informatique, il doit arriver des situations où certains concepts techniques n'ont pas d'équivalent en langage signé. Oui. Alors, qu'est-ce que fait l'interprète dans ce temps-là? Ce qui arrive, c'est que le fait que la langue des signes ait jamais été à l'éducation à venir à 3 ans, il y a des concepts ou des termes techniques qui ne sont pas signés. Donc, il s'agit dans ce temps-là que l'interprète fasse la recherche d'un mot ou d'un terme pour voir le sens de ce terme-là. Puis avec le sens, on peut arriver à fabriquer un signe, un genre de périphrase ou ensuite qui devient un signe avec le temps. Mais lorsque ça arrive, là, un vocabulaire précis nous arrive, il s'agit de fabriquer un signe, une entente qu'on a avec l'étudiant en particulier. Puis ce signe-là, à force d'être véhiculé, il va se créer un signe. Puis il y a peut-être des éléments de ce qu'on va avoir fait qui va s'éliminer, puis qui va devenir un signe distinct. Donnez-moi un exemple concret d'un signe que vous avez dû créer dans un des cours ici. Disons, le terme psychologie. Pour véhiculer ce terme-là, on a utilisé le signe psy. Donc, c'est psychologie. Ou on peut utiliser aussi le fait de... La psychologie, c'est l'étude des caractères. Fait qu'on peut utiliser le signe aussi caractère. Fait que le fait d'étudier des comportements. Donc, il y a 2 signes qui est véhiculé. Psychologie ou psychologie. Ça devient des synonymes. Contrairement à ce qu'on peut croire, tous les sourds n'utilisent pas le même langage gestuel. Dans le monde, près d'une quarantaine d'alphabets nationaux ont été recensés. Heureusement, au Cégep du Vieux-Montréal, tous les élèves sourds utilisent la langue signée du Québec, ou LSQ.
Est-ce qu'on peut parler de grammaire dans le cas du langage signé? Oui. La langue signée, le LSQ, a sa grammaire propre. Si je donne des exemples, si je veux dire où travailles-tu, en français, on dit où travailles-tu, tandis qu'en LSQ, on va dire, c'est-à-dire on va faire travail et l'interrogation où. Puis l'interrogation est mise au visage, parce que c'est une langue visuelle qui est captée par la vue. Donc, on va faire qui montre que c'est une question, donc il n'y a pas de point d'interrogation qui se met à la fin. La question se donne en même temps que la phrase qui est dans la figure. Donc, juste l'expression, elle a une fonction grammaticale propre qui est pour souvent remplacer des adverbes. Si je veux dire quelqu'un qui travaille fort, au lieu de dire travaille fort, mon visage va exprimer la force. Si je veux dire travaille tout le temps, La routine. la routine, ça veut dire c'est un travail quotidien. En français, ça prend plusieurs mots pour exprimer ce concept-là. Ça, c'était une autre histoire, les interprètes. Tout à coup, du jour au lendemain, il y a eu une demande effrayante de ce type de main-d'œuvre. Je veux dire, l'interprétation en langue signée, en milieu collégial. Je vous assure que ça pleuvait pas et ça pleut toujours pas, d'une part. D'autre part, on n'avait pas de modèle non plus quant à la manière d'engager et de gérer ce personnel-là. Donc, on a dit aux interprètes la même chose qu'aux étudiants. On a besoin de vos connaissances dans le domaine. Maintenant, il va falloir que vous preniez un risque. Il va falloir que vous pariez avec nous et que vous misiez sur le succès de ce projet-là. Mais ce succès va être possible en autant que c'est un travail d'équipe, de collaboration. Les gens qu'on recrute, c'est souvent des enfants dont leurs parents étaient sourds, donc ils connaissent la langue. Au point de départ, pour être interprète, il faut être bilingue, c'est-à-dire connaître bien son français et connaître bien la langue des sourds. Comment apprendre la langue des sourds? On peut soit suivre des cours qui se donnent à l'Institution des sourds, ou ce que c'est des sourds eux-mêmes qui enseignent leur langue, ou tu peux être enfant entendant de parents sourds, ou ce que ça a été ta première langue, c'est ta langue maternelle. Donc, un coup qu'on a recruté des gens bilingues, il s'agit de leur donner une formation d'interprète, en ce sens, être capable de recevoir un message dans une langue, le transmettre dans une autre langue en tenant compte des caractéristiques des deux langues, être capable de suivre un décalage, parce que c'est pas une traduction mot à mot, c'est une traduction de sens, comme n'importe quelle interprétation. Donc, il s'agit être capable de respecter un décalage, être capable, lorsqu'il arrive des nouveaux termes, d'avoir la vitesse d'esprit pour trouver le sens de ce terme-là et de trouver un signe équivalent. Et cette formation-là, actuellement, a commencé à se donner à l'Université d'Ottawa, au département d'interprétation et de traduction. C'est la seule université au Canada qui a un département d'interprétation. Cégep du Vieux-Montréal? Oui? Grâce à ce téléphone muni d'un téléscripteur, l'élève sourd peut également communiquer de l'extérieur avec le cégep pour avoir de l'information sur les divers programmes de cours, les activités parascolaires et autres. Encore faut-il qu'il dispose lui-même d'un appareil semblable. Est-ce que c'est difficile pour vous de suivre toute la vie au cégep? Par exemple, au cours, vous avez un interprète, mais quand vous sortez de la classe, par exemple, vous voulez aller acheter un crayon ou, je ne sais trop, là, quelle sorte d'activité, vous voulez participer à des activités, comment faites-vous pour avoir l'information? Dans un cours, c'est très différent que lorsque je sors du cours, parce que quand je suis sortie du cours, il n'y a pas de théorie, là. C'est des rapports beaucoup plus simples. Si je comprends pas dans un cours, je suis capable de me débrouiller dans un magasin, il n'y a pas de problème. Puis si j'ai une information à demander à une personne, là, je la rencontre, je peux écrire, je trouve des moyens de me débrouiller. Avez-vous l'impression que la mentalité des étudiants a changé depuis le début, comparativement maintenant? À votre égard, j'entends. J'ai pas compris la question. Est-ce que vous pourriez la répéter? Est-ce que la mentalité des étudiants à l'égard des élèves qui sont sourds a évolué depuis le début où vous êtes arrivé au cégep il y a 2 ans et maintenant? Je me sentais très loin au début.
je me sentais seule dans ma situation. Là, maintenant, les étudiants aussi, ils savent, ils connaissent les services d'interprète. Souvent, là, les étudiants aussi ne comprenaient pas ce qui se passe entre un étudiant sourd et un interprète. Ils passaient entre nous deux. Alors, ils coupaient la communication. Mais maintenant, ils se sont habitués, ils vont passer en arrière. Aussi, moi, j'ai besoin d'être assis en avant, près de l'interprète. Souvent, les étudiants, ils prenaient ma place, et puis j'étais obligée de leur demander « Excusez-moi, je dois m'asseoir en avant à cause de l'interprète. » Mais là, maintenant, il n'y a plus de problème, j'ai toujours une place libre en avant. Pourquoi, au lieu de choisir d'ouvrir quelques programmes d'études aux élèves sourds comme expérience pilote, ce qui aurait été beaucoup plus simple, avez-vous décidé au contraire d'ouvrir tous vos programmes à ces élèves-là? Pourquoi, pour quelle bonne raison on n'aurait pas ouvert tous les programmes? Pour vous simplifier la tâche, simplement. Administrativement parlant, oui. Mais je n'aurais pas répondu aux besoins et aux attentes de ces étudiants-là. En partant de la prémisse que ces personnes-là, c'est des personnes comme vous et moi, en vertu de quoi on les aurait limitées dans leur choix. Moi, à mon sens, c'était un très beau cas de discrimination. Oui. OK. Là, il s'agit de mettre ton brassard pour respecter les flèches. Ça, ton tambour est inclus là-dedans. Il faut que c'est ça qui doit être sur l'artère. C'est en travaillant l'été dans les cuisines d'une clinique médicale que Jean Péloquin a décidé de s'inscrire en techniques infirmières. Contrairement à France Baudouin, Jean n'est pas atteint de surdité profonde, de sorte qu'il n'a pas besoin d'un interprète. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de vous décourager quand vous avez dit « Moi, je m'en vais en technique infirmière, un sourd ». Bien, moi, t'es surpris. T'es sûr parce que t'es sourd, tu peux pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec les stéthoscopes, tout? Ben, moi, j'ai un stéthoscope avec l'amplificateur. Encore, c'est le cégep qui a fourni le matériel. Pour prendre la pression des malades, Jean dispose aussi d'un manomètre un peu particulier, à lecture numérique, qui traduit les signaux sonores en signaux visuels. De même, pour communiquer avec ses professeurs, le cégep lui fournit un système d'amplification individuelle composé de 2 parties distinctes. L'émetteur, comme vous avez, le micro, ça, c'est mon professeur qui l'accroche sur son pantalon, n'importe quoi. Ici, vous avez l'antenne qui émet jusqu'à mon récepteur, qui, lui, il s'envoie jusqu'à une boucle magnétique que je peux capter avec mes appareils. Puis quelle est l'attitude de vos collègues d'études? Ah, bien, ils sont tous bien pris. Franchement, là, je m'attendais pas à ça parce que à Sorel, là, c'était quand où j'étais, c'était plutôt... ils n'ont pas vu les différents types de personnes qui peuvent avoir des sourds, des handicapés visuels, tout ça. Mais tandis qu'ici, on voit tout le monde, puis n'importe qui peut le faire. Vous avez l'impression qu'il y a moins de préjugés ici? C'est ça, justement. Des préjugés qui nuisent. Avez-vous l'impression que vous apprenez au même rythme que les autres? Oui. Si on compare le taux de succès des étudiants qui sont sourds aux autres étudiants, est-ce que ça va bien, leurs études? Actuellement, ici, il y a 17 étudiants sourds qui suivent des cours le jour dans 9 programmes différents. Et le taux de réussite, selon ce que le registraire nous dit, c'est l'équivalent, la proportion comme les entendants. La particularité, c'est que les étudiants sourds, quand ils arrivent au milieu collégial, souvent, ils ne connaissent pas l'éventail de programmes qui leur est offert. Fait que souvent, ils arrivent dans une première session où ils peuvent, lorsqu'ils ont les pieds ici au cégep, ils voient les différents programmes qui s'offrent, puis ensuite, ils peuvent faire un changement d'orientation. Donc, le changement d'orientation est peut-être plus fréquent que chez les étudiants entendants parce que l'information a peut-être pas été adéquate, parce que c'est quand même récent, ça fait que 3 ans, c'est la 3e année que les étudiants sont admis en milieu collégial. Vous faites la preuve de l'éclatement des préjugés à ce moment-là. Les préjugés, on en a toujours. Oui, je pense qu'on fait la preuve que les personnes sourdes, ce ne sont pas des personnes débiles. Et je m'excuse de mon langage cru. Mais ça a toujours été très facile de penser parce que les personnes ne parlent pas, ne sont pas intelligentes. Donc, ils ne parlent pas de la même façon que nous, ne parlent pas une langue orale, parlent une langue signée, mais sont aussi fins que vous et moi. C'est quoi vos projets d'avenir, France? Je ne sais pas encore. Je vous souhaite bonne chance.